bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, les évêques italiens ont réagi vivement hier après l'approbation de la loi sur les unions civiles. Nous entendrons le directeur de la pastorale pour la famille en Italie. Cracovie se prépare à recevoir des millions de jeunes pour les JMJ. Le campus de la Miséricorde en périphérie de la ville sera l'un des sites phares, comme nous le dira son responsable, le père Cordula. Et puis le week-end dernier a eu lieu le pèlerinage de Bruxelles vers Halle. Reportage sur cette grande première pour l'année de la Miséricorde. À moins d'un an des élections en France, la loi travail, mais pas seulement, suscite la cacophonie dans le gouvernement et divise le pays. Dans quelques instants, on en parle avec nos éditorialistes. Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin, et Frédéric Cassatsu, journaliste politique à Réforme. On l'a appris ce matin, Philippe Zeller a été nommé nouvel ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Je vous rappelle que ce poste était vacant depuis 14 mois. Le Saint-Siège n'avait pas répondu à la candidature de Laurent Stefanini proposée par la France. Ex-directeur général au Quai d'Orsay, Philippe Zeller fut ambassadeur en Hongrie, en Indonésie et au Canada. Marié et père de 2 enfants, il devrait s'installer à la Villa Bonaparte avant l'été. Mais avant, il devra présenter au pape ses lettres de créance pour officialiser sa nomination. Et à Monaco, justement, c'est lundi que le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Luigi Pezzuto, a présenté ses lettres de créance à son Altesse Sérénissime, le prince souverain Albert de Monaco. La veille, le nouvel ambassadeur du Saint-Siège avait rencontré les fidèles du Rocher après avoir présidé la messe dans la cathédrale. C'est une défaite pour tout le monde. Ce sont les mots hier de Monseigneur Galantino, le secrétaire de la Conférence des évêques d'Italie, après l'approbation de la loi sur les unions civiles par les députés italiens. Une loi comparable à celle du Pax en France, passée mercredi sans débat à l'Assemblée. Pourtant, des millions de personnes s'y étaient opposées. On se souvient de la grande manifestation à Rome, dans le site antique de Circo Massimo au mois de janvier, organisée par le mouvement Génération Famille. Je vous propose d'écouter le directeur de la pastorale pour la famille en Italie, le père Gentili, qui s'élève contre cette loi. Nel concreto, noi abbiamo passato veramente tanti mesi a parlare di questa legge e forse troppo poco invece a parlare della realtà delle famiglie che fanno l'Italia, perno della nostra società, la cellula vivificante. Oltretutto in Italia stiamo vivendo anche un decremento, un inverno demografico che è particolarmente preoccupante. A maggior ragione vanno favorite le famiglie fatte di papà, mamma e figli, quelle che sono generative, di figli ma anche di nuova fecondità per la società. C'è stata una grande riflessione su questi temi, sottolineare la custodia della famiglia fatta di papà, mamma e figli, secondo anche quella che è la nostra Costituzione italiana. Siccome il Papa dice che la realtà è superiore all'idea, in Italia la vera grande realtà è quella della famiglia fatta di papà, mamma e figli. En France, les évolutions concernant les mesures pour faciliter le divorce inquiètent les évêques français. Dans un communiqué publié ce matin, Monseigneur Brunin, président du Conseil Famille et Société, s'interroge sur l'intérêt de supprimer l'avis d'un juge dans la procédure de divorce. Pour lui, l'intervention du juge est nécessaire pour mieux aider les conjoints à appliquer la loi. Monseigneur Brunin rappelle aussi la responsabilité des évêques d'accompagner au mieux les conjoints. Et puis j'ajoute qu'une délégation menée par Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, s'est rendue aujourd'hui à Calais pour visiter les réfugiés de la jungle. La délégation s'est aussi entretenue avec le maire de Calais et des paroissiens avant de célébrer une messe. L'Église de Suisse s'ouvre à la Turquie. Depuis 5 jours, une délégation du groupe de travail Islam de la conférence épiscopale est en visite en Turquie pour échanger sur le dialogue interreligieux. Emmenés par Monseigneur de Rémy, l'évêque auxiliaire de Lausanne, les 7 membres de la délégation ont rencontré la présidence des affaires religieuses, le grand mufti, le président de la conférence des évêques catholiques et de Caritas Turquie. Je vous propose d'écouter Monseigneur de Rémy par téléphone. Le fait que nous, des représentants de l'Église catholique en Suisse, venions parler à l'organisation religieuse ou laïque
est déjà un signe très positif. Donc ils apprécient, parce qu'ils, vu de loin, la situation de leurs musulmans en Suisse, avec par exemple la votation sur les minarets et l'interdiction des minarets, leur laisse un goût amer, comme si la liberté religieuse que l'on prône, sinon, ne s'applique tout à coup pas à eux. Aussi, la situation est en très 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 grande et rapide évolution. C'est-à-dire que les religions qui n'étaient pas reconnues et les différentes cultures, comme les Kurdes, donc maintenant c'est reconnu, hein, et puis les propriétés qui avaient été nationalisées sont restituées petit à petit aux communautés religieuses. Donc c'est tout un mouvement qui est en cours. Donc il y a des dangers, mais il y a des grandes ouvertures avec une grande chance. En Éthiopie, 6 millions d'enfants sont en danger à cause de la sécheresse. Le phénomène climatique El Niño dure depuis Noël. Conséquence, les températures sont insoutenables. 15 millions d'habitants sont assoiffés et souffrent de la famine. Le centre San Giuseppe, dans la capitale du pays, s'occupe des plus démunis. Sa fondatrice, Almea Bordino, témoigne de la situation sur place. Non sappiamo più di tanto. Ci hanno solo detto che fuori a Addis Abeba c'è molta siccità, che c'è molta carestia. Invece riguardo la Chiesa Cattolica su ciò che sta facendo per la siccità, non credo che si stia facendo qualcosa. Purtroppo qui non se ne parla più di tanto. E poi non so se appunto piace che qui si parli tanto della siccità in Etiopia. Forse preferiscono non far sapere più di tanto. Et puis on vient de l'apprendre, le pape François a annoncé son intention de créer une commission chargée de réfléchir à la possibilité d'ouvrir le diaconat aux femmes. Pour le bien de l'Église, le pape a jugé nécessaire d'étudier cette possibilité alors qu'il intervenait devant 900 supérieurs majeurs de congrégations religieuses féminins réunis au Vatican, rapporte la presse italienne. En Pologne, Cracovie se prépare activement à recevoir les JMJ. Du 26 au 31 juillet prochain, 2 millions de jeunes sont attendus. Déjà, des sites ont été identifiés pour accueillir les principaux événements, comme ce grand espace, le parc Bionia, dans le centre de Cracovie, où se déroulera la messe de clôture du pape. Le Saint-Père qui passerait peut-être une nuit dans cette maison située dans la périphérie de la ville. Autour, il y aura le campus de la Miséricorde où dormiront dans des tentes des milliers de jeunes. Un lieu construit dès 2015 par Caritas, mais pas seulement pour les JMJ, comme l'explique le père Cordula, responsable du site. Quand, en décembre 2015, nous posions la pierre angulaire et nous demandions la bénédiction pour le campus Misericordia et la maison Caritas, le pape a dit que personne n'a jamais construit quoi que ce soit avant les journées mondiales de la jeunesse. Tout se construisait après. On voudrait que ce soit un festival de jeunes rempli de joie et de prières et de rencontres merveilleuses. Mais on aimerait aussi que quelque chose reste de très concret, caractéristique. Un endroit lié à la miséricorde de l'homme contemporain, un don des jeunes pour les personnes âgées et les personnes en détresse. Samedi dernier, l'église de Bruxelles a marché jusqu'à la basilique Saint-Martin dans la commune de Halle, un pèlerinage proposé par Monseigneur Coquerolles, évêque auxiliaire de Bruxelles. Pour l'année du jubilé de la Miséricorde, il a réuni près de 1800 fidèles qui ont pu prier la Vierge de Halle. Reportage. Je vous demande de vous rencontrer et de vous parler. Parlez avec des gens que vous ne connaissez pas. Rencontrez-vous et parlez-vous. C'est Monseigneur Coquerolles qui invite les habitants de Bruxelles au pèlerinage vers le sanctuaire marial de Halle. À vélo ou en marchant, cela ressemble bien à un marathon. Un marathon, on est beaucoup, mais c'est chacun pour soi. Ici, on est beaucoup, mais on est ensemble. Être ensemble en Église, attiré vers l'amour du Père. Donc c'est une démarche physique, mais qui est destinée à marquer notre cœur, marquer notre tripes de ce que nous sommes vraiment. Le point d'orgue de cette marche de 10 km, c'est d'arriver à la basilique de Halle pour prier Notre-Dame de Halle, la Vierge qui allaite. Il n'y en a pas beaucoup. Elle allaite son enfant Jésus, symbole de l'Église qui nous nourrit pour que nous puissions vivre notre vie spirituelle, notre chemin de vie, chacun tel qu'il se dessine. Un chemin de vie, parfois difficile. J'ai un problème de mobilité. Avec Marie, c'est comme dans une famille. Des fois, on a peur d'aborder nos papas, on a peur d'aborder les personnes
qui nous font peur, mais maman, elle nous accueille comme une maman. Elle est prête à nous guider, à nous consoler en fait, là où les autres n'arrivent pas. Cette journée de rencontres pour diverses communautés se termine avec la célébration eucharistique multilingue présidée par l'évêque à l'intérieur et à l'extérieur de la basilique. Une autre marche maintenant, mais pour les vocations. Jeudi dernier, jour de l'Ascension, les 6 diocèses de Normandie ont chacun proposé un pèlerinage pour partager la joie du ministère. Dans le Calvados, prêtres, religieux et familles se sont retrouvés à Saint-Désir pour rejoindre Lisieux. Un temps pour les vocations que nous avons suivi. Ils sont environ 1000 pèlerins à marcher en direction de Lisieux en ce jeudi d'Ascension, laïcs et non laïcs mélangés dans un esprit de partage. Toute vocation, déjà chrétienne, mais aussi une vocation comme prêtre religieux, n'est pas quelque chose qui enlève à notre vie, mais au contraire quelque chose qui rajoute une plénitude et qui rend parfaitement heureux. On n'a jamais vu de gens donner leur vie au Seigneur être malheureux d'avoir tout lâché pour lui. Donc c'est d'abord une occasion d'une grande joie. D'autres veulent se sentir soutenus dans une vocation naissante comme Augustin qui veut devenir moine. Je suis dans le diocèse depuis que je suis petit. J'ai participé, je suis scout en fait. C'est surtout le scoutisme, je pense, que m'a apporté ce diocèse. Et c'est vrai que grâce à ça, je crois que j'ai trouvé ma voie aujourd'hui. Plus généralement, ce pèlerinage est un appel à méditer sur sa vocation de baptiser. Et les vocations, c'est pas seulement être prêtre ou être religieuse, bien sûr, c'est aussi être père ou mère de famille. En tout cas, c'est trouver sa place dans l'église. Donc venir marcher pour les vocations, c'est aussi marcher pour soi, pour se reposer la question, pourquoi je suis marié, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi au travers de cette vocation au mariage. Les pèlerins rejoignent bientôt la cathédrale pour y entendre l'appel de Monseigneur Boulanger à vivre pleinement leur vocation comme Sainte Thérèse. Un certain nombre ont entendu l'appel de Jésus, mais ils ont besoin d'être encouragés. Alors je leur dis, confiez-vous à Thérèse. Beaucoup de jeunes, finalement, entendent l'appel de Jésus. Un certain nombre ont du mal à répondre parce qu'ils ont l'impression d'être seuls. La meilleure manière de répondre, c'est d'être avec d'autres. Et du coup, quand un jeune entend que moi aussi, j'ai déjà pensé un jour à être prêtre, ça le rassure et ça lui donne une très grande joie. Fin du chemin, les pèlerins passent la porte de la Miséricorde à la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, avec peut-être pour certains le désir de marcher sur ses pas. Et puis on vient de l'apprendre, le Parcours Alpha a annoncé la nomination de Hélène Allais comme nouvelle directrice générale de l'association. Dimanche prochain, des milliers de personnes recevront le sacrement de confirmation dans les églises et les cathédrales de France à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Nous y reviendrons bien entendu dans notre prochaine édition. Et nous poursuivons ce magazine avec la chronique du Père Armogat, l'amitié et la prière, de bonnes thérapies pour aujourd'hui. L'actualité dans le monde, en France et dans l'Église, n'est pas très joyeuse. Et pour lutter un peu contre le pessimisme ambiant, j'ai choisi aujourd'hui de vous donner une bonne nouvelle. Voilà, j'ai lu quelque part que des chercheurs ont établi que l'amitié est une excellente thérapie contre un certain nombre de maladies. À la place des médicaments, il vaut mieux avoir des amis. L'amitié que l'on ressent pour quelqu'un et l'amitié que l'on reçoit de quelqu'un. Alors, il est clair qu'il ne s'agit pas des centaines d'amis qu'on peut avoir sur Facebook. Il s'agit de l'amitié réelle, de l'amitié sincère. Et comme je parlais de cela avec un de mes confrères de l'Académie catholique de France, un éminent spécialiste, il m'a donné des indications que je suis allé voir, d'articles dans des revues très savantes, qui disent que la prière est un élément de thérapie. Et que non seulement la prière aide à des thérapies de type psychologique, mais aussi à aider dans d'autres cas de maladies physiques. La prière d'abord que l'on fait, et en ce sens, quelqu'un qui a des convictions, selon les médecins, est plus facilement sur la voie de la reprise de la guérison que quelqu'un qui en manque. Mais aussi, et ce qui est plus curieux pour le corps médical, la prière que l'on fait pour autrui. Alors, il n'y a rien qui doive surprendre un chrétien. Nous sommes habitués à prier pour les autres, nous sommes habitués à ce qu'on prie pour nous. Mais je crois qu'il est important, dans ce temps de morosité, de comprendre que la relation aux autres, et c'est le sens de l'amitié, et la relation à Dieu, et c'est le sens de la prière, sont des éléments importants pour notre santé.
On n'en connaît peut-être pas les causes exactes, nous savons qu'elles sont surnaturelles, mais c'est bien bon de le savoir. Merci Père. Comme chaque jeudi, c'est l'heure de la revue de presse. Et on commence avec Pèlerin et sa une avec Saint-Martin. Benoît Fidelin, vous consacrez également un dossier sur la pédophilie. Oui, dans ce numéro sur Saint-Martin, il y a un dossier sur les victimes de la pédophilie à l'heure de l'affaire de Lyon, d'autres affaires qui sont révélées dans d'autres lieux, dans d'autres institutions. On a choisi de s'intéresser après une longue enquête sur ce que vivent vraiment les victimes avec l'avis de psychothérapeutes et puis montrer comment aujourd'hui, dans ce domaine, la parole se libère dans l'Église. Merci Benoît. L'hebdomadaire protestant Réforme s'intéresse à l'Algérie, un pays où les revenus du pétrole ne permettent plus d'acheter la paix sociale. Un dossier politique également cette semaine, Frédéric Cassadessus dans Réforme. Oui, c'est la suite de la série que nous avons amorcée après la présidentielle un an avant. Un dossier sur la droite, et bien cette semaine, un dossier sur la gauche. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche ? Merci. Voilà. Merci Frédéric. Quand je pense à l'amour que Dieu a eu pour un bandit comme moi, cette phrase, on peut la lire dans France catholique qui propose le portrait de Pierre, un ex-bandit canadien. Il y a 20 ans, son quotidien était fait de braquages, de prises d'otages et de séquestration, jusqu'au jour où Gunman, c'était son surnom, est touché par l'amour de Dieu. Cette semaine, c'est l'acteur Fabrice Lucchini qui est en couverture pour le 2000e numéro de Famille chrétienne. L'hebdomadaire propose un abécédaire de l'espérance avec des archives de presque 40 ans de publication. Lundi, c'est la Pentecôte. Pour l'occasion, La Vie consacre un dossier sur le commencement du christianisme. Et puis dans son éditorial, Jean-Pierre Denis écrit « Pourquoi la Pentecôte, c'est la fête de la liberté ». Et la liberté de parole, c'est tout de suite avec nos éditorialistes. Place à notre dossier. Cet après-midi, des milliers de manifestants dans toute la France ont défilé contre la loi travail que le gouvernement veut faire passer en France. Cette loi n'est pas la seule à diviser. On pense aussi à la réforme du collège. Que pensent nos éditorialistes de cette situation ? À un an des élections présidentielles, nous accueillons ce soir Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et Frédéric Cassadessus, journaliste politique à Réforme. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors pour commencer, rapidement, quel est votre regard sur cette division suscitée par la loi travail, Frédéric ? Écoutez, rappelons d'abord à tout le monde que c'est la première fois, je crois, sous la Ve République, qu'un parti composant la majorité présidentielle se divise à ce point. On a connu bien sûr des situations de tension, je pense notamment entre 1976 et 1981, quand le RPR s'opposait à l'UDF et au président Giscard d'Estaing, mais jamais un parti politique constituant la majorité de la majorité ne s'était divisé à ce point. Et on peut penser que les arrière-pensées, justement, commencent à s'exprimer à un an de l'élection présidentielle. Et vous, Benoît, la façon dont ça doit travailler? Je constate, comme Frédéric, qu'on est passé à deux voix de la motion de censure déposée par un groupe de la propre majorité, de la majorité qui est au pouvoir. Donc c'est vrai que c'est unique sous la Ve République. Et puis même si sous Michel Rocard, il y avait eu 28 motions de censure, cette fois-ci, il n'y en a eu que 3 avant. Il n'y avait quand même pas cette division très forte qu'il y avait en 1988 à 1991. Moi, la motion de censure ne me choque pas dans la mesure où c'est un instrument pour faire passer, peut-être en force, l'instrument pour faire passer des décisions. Vous savez, moi, je considère que la démocratie, c'est comme la liberté. La liberté seule, elle est destructrice, elle a besoin d'être régulée, la liberté, elle a besoin parfois d'être encadrée. C'est pour ça qu'il n'y a pas la proportionnelle, forcément, et notamment dans des grands régimes démocratiques comme la Grande-Bretagne. Eh bien, le 49.3 ne me gêne pas. C'est pas tellement de ça qui est gênant, c'est plutôt, comme Frédéric l'a rappelé, cet état de division terrible qui hypothèque vraiment l'avenir de la gauche. Frédéric, vous vouliez réagir ? Oui, je crois que ça correspond à la conception que François Hollande a de sa fonction. Il veut banaliser la fonction présidentielle. Il estime que ses prédécesseurs ont
ont eu des qualités et des défauts, mais il a dit notamment, en privé certes, mais que François Mitterrand avait eu un défaut majeur, c'est qu'il présidait trop. Et comme Marguerite Duras s'est parfois appliquée à sous-écrire, je crois que lui sous-préside. Sauf que Marguerite Duras avait du génie. On n'est pas sûr que le président Hollande soit en mesure d'assurer sa postérité politique. Et qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette fracture, cette fragmentation de la société? On voit que les citoyens descendent dans la rue. Il y a aussi la réforme du collège qui divise. Qu'est-ce que ça nous dit de notre société? Juste avant de dire ça, moi, je voulais juste vous dire que si le 49.3 m'apparaît pas comme le fait de l'utiliser comme un échec, par contre, le reste, c'est un échec absolument terrible. C'est un échec pour le pouvoir, c'est certain. C'est un échec pour les partenaires sociaux, parce qu'il y a un front du refus qui prend une importance absolument très forte chez les partenaires sociaux. Je fais très attention à la dérive extrémiste de la CGT qui va être un vrai problème pour le pouvoir dans les mois qui viennent. Et puis, donc alors là, c'est un échec monstrueux pour les jeunes et pour les chômeurs. Parce que cette loi-là, je l'ai dit sur cette antenne, je suis très à l'aise pour le dire, il y a 3 semaines, c'était une loi qui n'était pas parfaite, mais qui était une loi, après avoir fait des reportages sur la flexsécurité en Finlande, dans énormément d'endroits, c'était une loi qui était là pour créer de l'emploi. Donc c'est d'abord un échec terrible pour les chômeurs et pour les jeunes en France, le fait qu'elle ne passe pas. Sinon, c'est aussi, comme je le dis, un échec politique qui hypothèque aussi l'avenir de la gauche, ça c'est certain. Mais ces jeunes qui descendent dans la rue, c'est vraiment pour la loi travail ou c'est parce qu'il y a un autre malaise plus général? Là, je reprendrai ce que disait notre camarade, c'est-à-dire que la démocratie est vivante, et quand elle est vivante, les gens manifestent, râlent. Vous savez, la France, c'est quand même un pays qui a la culture de conflit. Alors, c'est un échec politique pour François Hollande, parce que François Hollande a bâti son projet présidentiel sur le dialogue social, et il a voulu montrer qu'il était en mesure de faire s'asseoir autour d'une table les partenaires sociaux et de les conduire à obtenir des résultats. Sur ce plan-là, c'est un échec. Maintenant, nous verrons si François Hollande est en mesure de se représenter, s'il est en mesure d'être réélu. Ne voyons pas tout en noir, je dirais que sous un certain angle, François Hollande cherche une confrontation qui lui permettra de dire, eh bien maintenant, que faisons-nous? Car face à lui, la droite républicaine va formuler des propositions, mais certaines d'entre elles seront radicalement incompatibles avec son projet. D'autres seront compatibles. Autrement dit, dans ce brouillard absolu, François Hollande pourrait trouver des sources de renouveau. Bon, à titre personnel et en tant que journaliste politique, je n'y crois guère. Oui, moi, alors là, ça me semble très, très, très difficile parce que ce scénario qui se passe aujourd'hui, il semble donner raison à 2 personnes. C'est Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls, c'est 2 gauches irréconciliables. Et ces 2 gauches irréconciliables, elles nous promettent un 21 avril, ou pas? Ces 2 gauches irréconciliables, ça me semble très très difficile qu'avec au premier tour, avec une gauche à ce point divisée, il puisse avoir un candidat de gauche qui arrive en tête. Alors, dans la situation actuelle, ça me semble très très fort. Et puis, deuxièmement, c'est une équation électorale qui est très très difficile. Et puis, il y a 2 gauches irréconciliables, mais pour des raisons de fond aujourd'hui. Il y en a une profondément qui refuse le réel, c'est-à-dire le monde, il est mondialisé. Dans le monde, on croit que la liberté des échanges, on a peut-être tort, mais elle est beaucoup plus féconde pour créer des richesses que le dirigisme. Le monde est comme ça. Il y en a une qui refuse le monde et il y en a une autre qui cherche à maîtriser la mondialisation pour mieux tirer son épingle du jeu, pour qu'on s'en sorte. Et entre les deux, je crois que, Frédéric, le fossé, il s'agrandit. Certes, mais tout dépendra aussi de la primaire à droite. Le candidat qui sortira vainqueur déterminera beaucoup de choses à gauche. Car si l'ancien président de la République est le vainqueur, il est tout à fait plausible que le camp de gauche se reconstitue plus ou moins autour de ceci et de cela. Mais vous avez évoqué, je joue un peu au pronostic parce que vous y jouez vous-même, Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, effectivement, Manuel Valls joue sa partie. Si vous avez en face Marine Le Pen et un candidat des Républicains, vous n'aurez pas une gauche divisée, vous aurez 4 camps différents. Et Manuel Valls joue sa partition, je
jusqu'au bout. Le 49.3, il l'a voulu. Si la rue ne contraint pas le gouvernement à retirer son projet, et c'est une condition qui doit bien traîner dans la tête du président de la République, eh bien Manuel Valls peut estimer sortir vainqueur de cette confrontation. Il est cohérent. Depuis la primaire de 2011, il a affirmé une ligne. Il s'y tient. Évidemment, chercher l'erreur et chercher celui qui se trouve en porte-à-faux. Ce n'est ni Jean-Luc Mélenchon, ni Manuel Valls. Un dernier mot pour conclure. Il nous reste quelques secondes, Benoît. Oui. Manuel Valls, oui, mais malgré tout, moi je reviens sur Manuel Valls va peut-être tirer son épingle du jeu, n'empêche qu'il a dénaturé cette loi qui était une réponse qui était malgré tout avec la flexsécurité quelque chose au drame que vit notre pays depuis 40 ans. On parle de politique, mais perdons pas de vue le chômage de masse depuis 40 ans qui a laminé la société française. Moi, je suis arrivé sur le marché du travail en 1975, donc je vois un petit peu ce qui est arrivé. Eh bien, je pense que sur le front du chômage, on continuera à avoir un chômage de masse dans ces conditions, et je trouve ça très dommage, sans vouloir noircir la situation. Ah non, mais si on prend ce regard, bien sûr, social, on ne peut que s'inquiéter. Si on parle de politique, évidemment, les choses sont différentes. Merci beaucoup Frédéric pour votre regard sur la situation. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.